pero este libro es valientísimo, este libro está muy bien, dice cosas que nosotros, los picasianos, como nos llamamos a nosotros mismos, no sabemos, y dice cosas que me parecían totalmente verdad. Y sobre todo yo dije, esta chica que no sé quién es, esta señora Pepita Dupont, con este nombre tan fantástico y tan exótico, pero que parece, y que no es española, que es suiza ella, parece francesa o suiza o lo que sea, bueno, parece que realmente dice la verdad. Entonces me gustó tanto que, como yo en aquellas épocas escribía en El País, hice un artículo que por suerte salió muy grande, porque a veces los periódicos nos cortan y nos ponen foto o no nos ponen foto, y salió magnífico. Y a la mañana siguiente ya me estaba llamando Pepita diciendo, soy Pepita Dupont. Y yo dije, pues c'est un gran plaisir y tal, y dijo, muchas gracias por este artículo. Mi artículo era muy entusiasta, pero yo creo que muy objetivo. Me gusta el título. Jacqueline se escapa del purgatorio. Sí, Jacqueline se escapa del purgatorio. Y, eh, y entonces ella me dijo, gracias por hacerme este artículo. Y yo dije, bueno, es que me he quedado sorprendida porque dices muchas cosas que son las que ahora yo resumiré, pero luego sobre todo ella les contará. Entonces yo creo que es un libro que aporta muchas novedades, que no hay que verlo, Clara lo ha sugerido un poco, no hay que verlo como un libro de chismes, ni mucho menos, pero que realmente va a la vida privada y a muchos detalles de vida cotidiana entre Picasso y Jacqueline, pero que sobre todo Pepita lo que lo ha hecho es para rendir un homenaje a Jacqueline. Entonces, un poco la tesis de Pepita es que ella fue amiga personal, o sea, lo que también me ha gustado mucho y se ve clarísimamente, eh, yo no diría que es tu inocencia, pero casi, porque tienes un lado así de tu carácter, que ahora luego ya te he conocido, una especie de naïveté y un entusiasmo que notas que tú eres una amiga dévouée, como se dice en francés, ¿no? Muy entregada a Jacqueline, que os lo pasabais muy bien juntas y que tú la has conocido muy bien, y se conocieron durante 3 años. Entonces, el argumento de Pepita es que cuando la gente a veces criticaba a Jacqueline y la llamaban la cancerbera de Picasso y que no dejaba entrar a la gente en Notre Dame de Vie, etc., es que tú dices que no hacía más que seguir la voluntad del artista, que es lo que dicen muchos amigos comunes también, y luego que lo que también es un episodio conocido y polémico de que no les dejó ir al entierro de Picasso salvo Paulo, es que a ellos habían iniciado un pleito para poder heredar los hijos, llamémosle, ilegítimos, ¿no? Entonces las leyes en Francia por suerte cambiaron, al final acabaron heredando y mucho, pero a Picasso le sentó muy mal que sus propios hijos le pusieran un pleito, y esto también desde el punto de vista humano es bastante comprensible, que te pongan un pleito solo para heredar, ¿no? Entonces, Jacqueline nos es descrita por Pepita como sincera, honesta y desprendida. Sobre todo, lo que explica muy bien es lo generosa que fue Jacqueline. Creo que cabe decir, que tú también añades, que no se le ha reconocido suficientemente la generosidad que tuvo Jacqueline. Es cierto que, por ejemplo, en Barcelona el ayuntamiento le dio la llave de oro de la ciudad, y luego hizo una exposición, pero ella ya estaba muerta, ¿eh? Le hizo 4 años después de su suicidio, le hizo una exposición en su honor, ¿eh? Bueno, Jacqueline Roch, como verán en el libro, sabíamos muy poco de ella. Entonces, Pepita nos explica su vida, que nació de una familia muy modesta, con un padre electricista y una madre que fregaba casas, y que ellas lo pasaron muy mal porque el padre les abandonó. Pero entonces tuvo una figura influyente, que fue la de un tío que se llamaba el abad Bardet, que le enseñó la importancia de ser, sobre todo, modesta, humilde, y dijéramos, la virtud de la renuncia. Estos serían, obviamente, enseguida lo entenderán, virtudes que le sirvieron mucho a Jacqueline para luego, dijéramos, yo no diría seducir a Picasso, pero sí poder vivir con Picasso durante 20 años, porque como veremos después,
fue una persona que lo cuidó, pero también una persona que fue muy humilde y muy modesta y muy acompañante del gran genio. Entonces Jacqueline, se casó con un ingeniero que se llamaba André Hutin, pero el matrimonio enseguida fracasó y tuvieron una hija que es esta famosa Catherine Hutin, con la cual las relaciones siempre fueron difíciles. O sea, yo creo que Catherine es una persona, dijéramos, herida por este libro, porque también ya tenía una relación muy rara con su madre y muy problemática con su madre, ¿eh? Y tiene unas relaciones que, por lo que se entiende en el libro, son podríamos decir, de celos de la propia Pepita. Bueno, el libro dice que no quiere entrar en detalles escabrosos, la palabra no sería escabroso, pero en fin, casi, pero los hay. Por ejemplo, o podríamos decir jugosos, ¿no? Por ejemplo, que el propio Picasso llamaba a Françoise Gillot, que es la que viene después de Dora Maar, la llamaba François Julot, porque tener un Jules en francés es tener un amante. Y también mucha gente aprenderá, o sea, entenderá y se enterará de él, todos los amantes que tuvo durante el propio Picasso o después François Gillot. Fue amante de Claude Roy, del filósofo famoso Costas Axelos y del pintor Luc Simon, con quien tuvo una hija, que esto la gente no lo sabe. O sea que además de Claude y Paloma, François tuvo una hija con Luc Simon. Bueno, también dice Pepita, cosa que yo, sin conocernos de nada, también he llegado a la misma conclusión en mi libro Dora Maar, que la relación con François debió ser la más, o sea, que la personalidad de François es la más fría, la más, por decirlo de alguna manera, la más interesada. Y ella, Pepita, cita a Geneviève Laporte, que fue otra de las amantes, en este caso muy ocasional, de Picasso, que explica, que a mí me lo ha dicho otra gente, que François se hizo presentar a Picasso, o sea, todo fue muy montado para que finalmente se encontraran a través de este actor que se llamaba Alain Cuny. Bueno, Cathy Hutin es la que sale mal parada de este libro, si se le puede decir así, quizás porque no tuvo la suficiente atención de niña o de adolescente por parte de Jacqueline, que ella enseguida se ofrece y se queda casi como la mártir de su adorado Picasso. Y Cathy es una niña que es una adolescente que quiere pasar desapercibida, pero que siempre notas, porque lo dicen otros, no solo tú, Pepita, que claro, estaba como un poco en franca diferencia con Claude y Paloma, que son los hijos de François y del propio Picasso. O sea, era una niña sobrevenida, como decían en algunas familias. Entonces, trabaja en la Galería Juana Mordó y se hace una persona mayor, ¿vale? Y está vista en este libro como una persona muy interesada, sobre todo por el dinero, que incluso llega a echar a cajas destempladas a la pobre Doris, que es la sirvienta, la fiel sirvienta de raza negra que tiene Jacqueline, y a quien Jacqueline le ofrece un apartamento en París y que Cathy se lo niega. O sea, lo que también se da uno cuenta del libro, y a mí me pasa porque yo he conocido a mucha gente famosa también, porque ya tenemos una edad, es que, y tú lo dices con gran honestidad en el libro, hay 2 o 3 frases donde tú dices, claro, yo era joven en aquella época y no me daba cuenta de que lo que ella me decía, Jacqueline, pues tú no llegas a decir, me hubiera tenido que enseñar un papel firmado con un notario, pero tú dices, yo lo vi, yo lo oí de tal persona. Es decir, son cosas que a mí me ha llegado a pasar lo mismo, son cosas que hemos oído, somos testimonio, y luego siempre hay gente que tiene otros recursos para llevar la contraria, ¿no? Por ejemplo, como ha salido hoy en 2 periódicos, la voluntad de Jacqueline Picasso de dar al Estado español 61 obras, pues salen La Vanguardia y El País y seguramente más, y que nunca llegaron a nuestro país, porque hubo una gran presión por parte de Mitterrand a Felipe González y se zanjó la cosa
en la cesión de dos óleos, Los tejados de Barcelona, que están en Barcelona, y Los Espagnols morts pour la France, que está en el Reina Sofía. Bueno, esto no solo, ¿cómo se llamaba el señor que se murió de cáncer? Aurelio Torrente, exacto. Aurelio Torrente fue el testimonio primero, tú eres otro testimonio, o sea, hay Javier Solana, hay varios testimonios, no se lo inventa Pepita, por lo tanto, hay noticias que están allá, incluso salió en los periódicos. Lo que pasa es que entonces se suicidó en el año 86 Jacqueline y o los papeles han desaparecido o lo que sea, pero Katy nunca quiso que esta cesión llegara al Estado español y seguramente debió ser, me imagino yo, todo esto son conjeturas, que las presiones de Katy llegaron a Mitterrand y Mitterrand se lo trasladó a Felipe González. Bueno, el libro además tiene muchos episodios de interés, por ejemplo, explica la boda de Jacqueline y de Pablo Picasso, donde ella va con un sencillo traje de chaqueta y él con su omnipresente traje de pana marrón, y que se sientan en unas sillas de plástico y que tienen por testimonio solo la señora de la limpieza que pasaba por allá. Y estos son episodios que gustarán a todo el mundo. Ella también recuerda la generosidad de Picasso, que por ejemplo pagó la hospitalización de Olga Koklova, ¿no?, que había tenido un ataque cerebral y estaba en silla de ruedas. Bueno, explica también la muerte de Picasso, que tampoco hay tantos libros. Supongo yo que Richardson llegará a este momento, pero aún no ha llegado, está en los años 30, y que Picasso, dice Pepita, no se daba cuenta de que se moría, pintó hasta el final, cuando vino el médico para que respirara mejor, le pinchó y tal, le dijo: mi mujer es maravillosa. Y explica todo el episodio posterior del entierro, etcétera, que realmente yo no se lo cuento para que compren el libro, pero que haría las delicias de cualquier escritor de thrillers, porque es como un thriller. Entonces, cuando unos años después, muy afectada, muy sola, muy deprimida y realmente dada a la bebida, cosa que no niega Pepita, Jacqueline se dispara un tiro en octubre del 86, entonces se hace 10 días después esta gran exposición en España a la cual asiste Pepita, y es cuando le preguntan los periodistas, salen todos los periódicos, esta idea de la donación, que se queda en esto, en nada, y en estos dos cuadros. Bueno, Pepita, evidentemente la llaman cuando se muere Jacqueline, va inmediatamente, coge un avión, y encuentro muy interesante que ella, claro, habla con el personal de la casa, que la conocían de toda la vida, porque ya tenía allí su habitación, estaba invitada muchísimas veces, y son revelaciones que verán ustedes en este libro que son, yo encuentro, que sobrecogen, la reacción de Katy, las reacciones del novio de Katy, el que casi la acusan como si quisiera llevarse cosas de la casa, o sea, unas cosas de una mezquindad que sobrecogen al lector, ¿vale? Bueno, Pepita, van pasando los años y tiene la idea de hacerle este homenaje a su amiga Jacqueline y a contar la verdad, y por eso el libro se llama La verdad, sobre Jacqueline y Picasso. La animan, y entonces a mí el segundo punto que quería remarcar es que lo que también me ha impresionado mucho del libro, como historiadora de arte que soy, y que se lo valoro muchísimo y que tiene una valentía, como he dicho al principio, inenarrable, es que ella explica con todo detalle cómo ella va a ver a gente tan importante como Wildenstein, el marchante, ¿no?, o como me parece que es ¿quién? Jacques Attali, Hubert Landais, después está Bill Rubin, el director del MoMA, es decir, gente que todos conocemos, importantísimos, con un gran poder, que todos al principio le dicen: la ayudaremos, qué bien, usted reconocerá la gran mujer que fue Jacqueline.
y cómo ella los va volviendo a llamar y les explica, sí, pero hizo un testamento, los cuadros de España y tal, y cómo de repente le van cerrando todas las puertas y no la responden y no la reciben, o bien se va al MoMA a ver a Bill Rubin, se encuentra con que los cuadros de Jacqueline están por allá, evidentemente quiere decir que o Katy se los ha vendido o Katy se los ha regalado, es decir, cuando Jacqueline nunca se vendió ningún cuadro. Entonces, todas estas historias que a nosotros los historiadores de arte nos interesan mucho sobre cómo pasan las piezas de unas manos a otras, aquí hay muchísima documentación de primera mano sobre esto. Ya para acabar, porque le quiero dejar sobre todo la palabra a ella, solamente diría, y también es una de mis preguntas para Pepita, que bueno, cuando yo escribí el libro, escribí el artículo, no conocía para nada a Pepita y entonces yo hice una cosa un poco matizada diciendo que obviamente es un libro que tiene un parti pris, porque ella es la amiga de Jacqueline, pero que estaría bien contrastarlo con El aprendiz de brujo de John Richardson, que es otro libro que les recomiendo, del biógrafo de Picasso, que está muy lleno de chismes, pero también muy lleno de información de primerísima mano, porque John Richardson fue muy amigo de Picasso. Entonces dice que Jacqueline era con mucha diferencia la pareja más adecuada para Picasso, esto lo dice Richard, que era extremadamente sumisa y comprensiva y apasionadamente enamorada de él. Claro, yo y con esto acabo, lo que te preguntaría, Pepita, es que por un lado tú también dices en tu libro que hay un momento en que Jacqueline te dice, Picasso me decía, o Pablo me decía, no hables, no hables, que se ve que también se lo decía a Marie-Thérèse Walter, que era una chica muy sana, muy amable, muy buen carácter, pero muy poco culta. Le decía, cállate, cállate. Y se ve que a Jacqueline le decía lo mismo. Y Jacqueline te dijo a ti, tu vois, je me faisais l'idiote, ¿no? O sea, yo me hacía la tonta para no levantar suspicacias entre la gente que estaba por allá. Entonces me gustaría que aquí tuviéramos la ocasión de poderte preguntar que nos contaras más sobre el carácter íntimo de Jacqueline, porque mucha gente la describe como una persona no solo muy dedicada al pintor, sino como una persona con unas cualidades extraordinarias, que creo que es verdad que no se les han hecho suficiente justicia. Bueno, y esto es todo. Te paso la Gracias. palabra. ¿Debo hablar en español o No, je crois que tu peux le faire en français. en français? Écoutez, je vous remercie beaucoup. D'abord, je voulais remercier le directeur de l'Institut français de Barcelone pour son accueil et aussi remercier Clara Pastor, sans qui je ne serais pas là, parce qu'elle a eu le courage de publier mon livre, qui est sorti maintenant il y a plus de 7 ans. Et je suis très heureuse parce que c'est le pays de Picasso. Il était resté espagnol. L'Espagne était toujours en lui. Il en parlait tous les jours. Il adorait recevoir ses amis espagnols, m'a dit Jacqueline. Jacqueline parlait espagnol avec lui. Et il a beaucoup souffert et de ne plus pouvoir retourner dans son pays, puisqu'il a dit que tant que Franco serait au pouvoir, il n'y mettrait plus jamais les pieds. Ce que j'aime chez Picasso, c'est la parole donnée. Quand il dit quelque chose, c'est sin compromiso. C'est non, c'est terminé. Quand quelqu'un lui a fait quelque chose, c'est terminé. Tu parlais tout à l'heure des femmes de sa vie. Quand une histoire est terminée, Pablo passe à autre chose. Il ne retourne, il ne regarde pas derrière lui. Il s'appuie sur son passé, il avance, il crée. Quand il rencontre Jacqueline, c'est une autre maison, une autre vie. Ce n'est pas quelqu'un il avance. Il ne renie rien. La seule chose qu'il garde, c'est les tableaux de tout le monde. C'est pour ça que quand j'ai rencontré Jacqueline, ce qui était très amusant, c'est dans la maison, au début, elle me met un peu à rude épreuve. Elle me dit, va me chercher Fernande, va me chercher Olga. Moi, je dois dire que la vie personnelle de Pablo Picasso, je ne la connaissais absolument pas. Quand je connais Jacqueline, enfin peut-être pour commencer un peu par le début, depuis mon enfance, j'adore Picasso. Et lorsque j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans, j'ai vu un tableau, La femme qui pleure, le fameux portrait de Dora Maar, qui appartenait à Roland Penrose. Et tous mes petits copains d'école rigolaient parce qu'ils trouvaient que c'était criard. Et moi, j'ai compris que cet homme savait représenter ce qu'est la douleur. Cette femme qui hurle, qui a la langue qui s'arrache
de sa gorge. Voilà la douleur, les yeux exorbitants, enfin, la douleur qu'on ressent lorsqu'on perd quelqu'un, douleur que j'ai ressentie quand on m'a appris le suicide de Jacqueline. Et c'est pour ça que je veux qu'on la respecte et qu'on ne l'oublie pas. Et donc Picasso m'a touchée parce que je savais qu'il a exprimé absolument, je veux dire, c'est un génie comme Proust qui exprime tous les sentiments de l'âme, du cœur humain. Ce sont des êtres qui vont au-delà des choses, au-delà des apparences, et qui sont dans un monde à la fois visible et invisible. Et un génie est insaisissable. Donc je n'ai absolument pas la prétention de vous dire qui était Picasso. Je sais juste que c'est une présence solaire. J'ai eu la chance de vivre dans sa maison avec Jacqueline, qui le faisait vivre. Parce que les maisons existent par la présence des êtres qui y sont. Et tant que Jacqueline était là, Pablo était là. Et quand Jacqueline n'était plus là, d'où mon sentiment lorsque je suis arrivée dans la maison et qu'on m'avait annoncé, donc je savais que Jacqueline n'était plus là. Je suis rentrée à Notre-Dame-de-Vie, je suis arrivée, j'ai couru jusqu'à sa chambre et tous les tableaux, parce qu'il y avait des tableaux partout dans la maison, comme vous avez des affiches ici, chez Pablo, tout était fait à la maison, il y avait des œuvres partout, ce qui est bien normal, et tous les tableaux étaient gris. Tout était gris. Il n'y avait plus aucune couleur. Et c'est là que j'ai compris combien la peinture, combien les tableaux, qu'est-ce que la peinture, qu'est-ce qu'un tableau, à quoi ça sert. Je pense que ça nous donne de l'énergie, ça nous aide à vivre. Et j'étais très émue, en allant au musée Picasso de Barcelone, de revoir 2 tableaux qui étaient comme des amis, que je voyais presque tous les jours quand j'étais chez Jacqueline. Ce sont les toits de Barcelone, où Jacqueline me disait, tu vois, quand Malraux a survolé avec un avion, enfin, pendant la guerre d'Espagne, enfin, tous les tableaux racontaient une histoire. Ce ne sont pas juste des couleurs comme ça jetées sur une toile. Et le tableau nous regarde autant qu'on le regarde. Et Jacqueline disait, le tableau existe par celui qui le regarde. Un tableau dans un coffre d'une banque, un tableau qui n'est pas regardé, c'est comme un être humain qui n'est pas aimé. Il meurt. Donc je suis très heureuse que les toits de Barcelone sont au musée Picasso et qui sont regardés, admirés. Et j'ai revu avec énormément d'émotion aussi le tableau que Jacqueline Picasso avait donné à Barcelone, au maire de Barcelone de l'époque, qui s'appelait Pascal Maragall, qui était venu quelques jours avant Noël avec son épouse Diana. Il était très inquiet dans la maison. Je me rappelle, il laissait la lumière, il me disait, mais vous n'avez pas peur dans cette maison? Et si Picasso arrivait, qu'est-ce que vous feriez? Je lui dirais bonjour. Pourquoi aurais-je peur? C'était étonnant, cette espèce de fantasme sur un homme qui, à travers Jacqueline, qui m'a parlé de lui, et à travers d'autres amis, parce que mon livre, ce n'est pas juste Jacqueline m'a dit, même si je respectais toujours ce que Jacqueline me disait, j'ai vu quand même plus d'une 60aine d'amis de Jacqueline et de Pablo, des quantités de gens qui l'ont connu à différentes époques de sa vie. Donc je peux avoir juste, comme je vous l'ai dit, une idée quand même. Et donc c'était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, très simple, qui partageait ses tartines de miel avec vous si vous étiez à côté de lui, comme m'a raconté Inès Kramer. J'ai très bien connu Jean Lémarie, qui adorait Picasso, qui avait une passion pour lui. Jean Lémarie, je veux juste faire un petit aparté sur lui, je l'aimais énormément, parce que c'était un poète, c'était un homme qui a dédié sa vie à l'art, aux artistes, grand ami d'Alberto Giacometti, de Balthus, qui a été directeur du musée de Grenoble, directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris, et qui a été directeur de la Villa Médicis après Balthus. Et Jean Lémarie est arrivé à la peinture. C'était un garçon d'un milieu très modeste. Tu rappelais les origines modestes de Jacqueline, et alors, parce que finalement, Picasso s'en fout éperdument d'où viennent les gens. Il voit quelqu'un, il l'aime, et c'est tout. Jacqueline aurait été... ça n'a aucune importance pour lui. Il se soucie. Il n'y a pas moins snob que Picasso. Vraiment, même quand il fréquentait Étienne de Beaumont, il a dit à Jacqueline, c'était amusant, mais c'était les pires années de sa vie, quand il vivait avec Olga. Enfin,
Ce qu'il compte pour lui, c'est est-ce que la personne travaille, est-ce qu'elle est passionnée, est-ce qu'elle aime quelque chose. Et Picasso aime les gens. D'ailleurs, il a dit un jour, il n'y a pas beaucoup d'entretiens avec lui, il a dit, si un jour il n'y avait plus un être humain sur Terre, eh bien j'aimerais un pot de chambre, un bouton de porte, j'aimerais n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas vivre sans aimer. Et Jean Lémarie, pour revenir à lui, était né dans le Lot. Son père était boucher et il n'avait aucune notion de ce qu'était un tableau. Mais pendant la guerre, il y a eu plus de 3000 œuvres du Louvre qui ont été cachées dans des châteaux dans le Lot, pas très loin du village où vivait Jean Lémarie. Et ce qui était très amusant, les tableaux étaient accrochés presque avec des pinces à linge, comme du linge, dans le parc. Et c'est là que Jean Lémarie a vu la Joconde, a vu des tableaux, et il s'est dit, mais j'adore, je veux devenir historien d'art. Et ça, Picasso trouvait ça formidable. Eh bien, Jean Lémarie, que j'ai vu peu de temps avant sa mort, il était dans un établissement de soins palliatifs. Je ne savais même pas s'il allait me reconnaître. Je ne savais pas quoi lui apporter. Et je lui ai amené une petite photo de Picasso avec une chouette qui a été faite par Michel Sima, qui est un homme qui a été déporté. Picasso l'a beaucoup aidé. Et ça, je voudrais vraiment insister sur la générosité de Picasso. Eh bien, j'ai amené cette carte postale à Jean Lémarie, parce que qu'est-ce qu'on amène à quelqu'un qui va mourir? Et Jean Lémarie m'a parlé de Pablo avec tellement d'amour. Et je me suis dit, quelqu'un qui va mourir et qui vous parle comme ça d'un homme qui est mort en 73, avec une telle passion, ne devait pas être un mauvais homme. Et voilà, c'était un petit aparté pour vous raconter ça. Et mon livre aussi, c'est de souligner, bien sûr, l'amour extraordinaire de Jacqueline et Pablo, mais on me dit oui, après la mort de son mari, elle aurait dû être raisonnable, elle a perdu l'homme qu'elle aime, il était plus âgé qu'elle. Je suis désolée, j'ai énormément d'amis qui se sont jamais remis de la disparition de quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec Picasso, pas Picasso, Jacqueline. Je crois que Jacqueline, elle aurait aimé Pablo, il aurait été cordonnier, on ne peut pas le savoir, mais ça n'a aucun... Elle m'a dit, Pablo aurait fait n'importe quoi. Il était capable de tout faire. Je crois qu'il excellait en tout, il voyait tout. Il avait aussi ce côté que raconte très bien Lucien Clergue, qui me l'a raconté. Un jour, il regarde Lucien Clergue, qu'il connaît très jeune, qu'il va aider. Il voit tout de suite quand quelqu'un est dans une certaine détresse ou a un problème. Il essaye de rendre les gens plus aventureux. Il met la barre très haut, il est exigeant. Mais en fait, tous les gens qui l'ont approché ont quand même réussi, ont écrit, ont fait des choses. Par exemple, Sabartès s'ennuie, il ne sait pas quoi faire de ses journées. Et Pablo, il dit « je m'ennuie ». Alors Pablo lui dit « si tu t'ennuies, tu n'as qu'à écrire sur moi ». Et c'est comme ça que Sabartès va devenir un fantastique historien d'art. Il sait donner une impulsion aux gens. Et même Cocteau le disait, avec Pablo, on recharge ses piles. C'est comme une pile électrique, on s'approche de lui et il vous rend plus intelligent, si on sait recevoir. Il faut être aussi en état d'avoir envie de s'élever. Et Jacqueline, elle a très très bien compris ça. Quand elle dit qu'elle est rentrée dans les ordres, quand elle rencontre Pablo, à l'époque elle est divorcée, elle a quitté son mari, elle a vécu en Afrique pendant 4 ans, elle a adoré l'Afrique, elle m'a dit on ne revient jamais indemne, c'est un pays extraordinaire, et la magie de l'Afrique a toujours été en Jacqueline et ça plaisait beaucoup à Pablo. D'ailleurs, tous les objets africains, les chaises, les tissus, tout ça, c'est Jacqueline qui était dans la maison, c'est Jacqueline qui les avait ramenés de Bobo Dioulasso. Et donc, quand ils se rencontrent, ça a été, comme on dit, un coup de foudre. Moi, je n'y ai pas assisté, mais j'ai un ami qui a disparu maintenant, qui s'appelle Luciano Emer, qui était un cinéaste italien. Et il m'a dit, je regrette de ne pas avoir filmé cet instant. Parce que c'est ce que j'ai vu de plus beau, de voir 2 êtres tomber en amour. Et d'une manière extrêmement discrète. Et c'est un amour totalement fusionnel. C'est un amour qui peut faire peur aux autres. Parce que peut-être qu'il exclut. Parce que, en fait, Picasso n'a besoin de rien. Et Jacqueline non plus. Et ils ont la peinture, ils ont la création. Et je pense que ça devait agacer pas mal de monde.
ou troubler les autres. Et donc Jacqueline hésite, Pablo va lui faire la cour pendant 6 mois, il va aller jusqu'à dessiner une colombe sur le mur de sa maison, c'est pas elle me l'a dit, mais aussi sa meilleure amie de l'époque me l'a raconté, c'était les roses rouges, les poèmes d'Apollinaire, enfin, c'était très touchant, et Jacqueline a quand même résisté 6 mois en disant c'est pas possible, je ne suis pas encore divorcée, je sors d'une histoire, voilà. Et puis elle connaissait aussi par les on-dit, les ragots, ce qu'on racontait sur Pablo Picasso. Voilà, elle n'avait pas envie de replonger. Et puis voilà, elle a dit oui. Et elle m'a dit, voilà, je savais que j'allais rentrer dans les ordres. Et elle avait compris que Picasso ne fait pas exprès, la peinture est plus forte que lui. Il ne peut pas s'empêcher de dessiner, de peindre. C'est une respiration. C'est aussi quelqu'un de très angoissé et qui a cette chance fantastique, quand quelqu'un l'agace, l'ennuie, quand il a n'importe quel problème, hop, il rentre dans l'atelier, il prend ses pinceaux, et voilà. Et il s'échappe, et il est autre. Et Jacqueline me disait, elle a fait beaucoup de photos de lui quand il peint, elle est la seule à pouvoir rester à côté de lui quand il peint. Il travaille des fois jusqu'à 4-5 heures du matin, et il ne donne pas d'explication. D'ailleurs, il s'amusait beaucoup quand les gens disaient « Ah, on ne comprend pas ». Il disait « Il manquerait plus que ça qu'ils comprennent ». Il ne se soucie pas de ce que pensent les gens. Et je pense que c'est notre drame. On est toujours en train de se dire « Est-ce que ça va lui plaire, pas plaire, déplaire ?» Par contre, il est touché quand les gens regardent, ça l'amuse d'être un peu... avec Jacqueline, on faisait ça souvent dans les expositions, d'être un peu... d'écouter ce que les gens racontent devant un tableau, leurs fantasmes, leurs inventions, c'est très amusant, mais il n'impose rien et il ne donne pas d'explication. Je pense que Picasso est un peu porteur de tous les héritages du passé. Il a un grand respect pour les peintres, il a lu énormément. Ça m'a beaucoup surpris, on me disait il lisait pas, mais enfin c'est ridicule. À Notre-Dame-de-Vie, j'ai vu énormément de livres, il mettait des annotations. J'ai pas dit qu'il a eu la recherche en entier, mais il a croisé Proust, enfin il est au courant de tout, il s'intéresse à tout. Et je voulais aussi dire une chose, j'ai rencontré des gens qu'il a sauvés pendant la guerre. Ça aussi, il y a tout un aspect dont on ne parle pas. Alors on a dit évidemment, il n'a pas pris un fusil, mais il a caché des gens rue des Grands Augustins. Il a donné de l'argent à d'autres pour quitter la France, pour fuir aux États-Unis. Enfin, voilà, je connais très bien Madeleine Riffaut, qui a été une grande résistante. Il a aidé énormément de gens qui ont été déportés. Et tout ça, voilà. Il n'est pas obligé de le faire. Vous me direz, il avait de l'argent, mais il y a des gens qui sont très fortunés, qui ne font rien. Et puis alors, il y a des choses, pour revenir à l'Espagne, qui sont très touchantes. Eduardo Arias, qui était son coiffeur, et que j'ai vu, que je n'ai plus jamais revu, mais ensuite je l'ai interviewé par téléphone, et ensuite il est tombé malade, et que je l'ai vu pour la première fois devant le cercueil de Jacqueline. Jacqueline qui portait la cape noire espagnole qu'elle avait mise à Pablo quand il est mort, c'était son souhait. Donc elle avait la même cape. J'aurais dû penser, parce qu'elle l'avait préparée quelques jours avant, et je me suis pas doutée. Et donc Picasso est enterré avec cette cape espagnole, et Jacqueline aussi. Et je voulais dire, oui, pour Eduardo Arias, il y a eu des gens merveilleux. Picasso a fait le portrait de sa mère, c'est un réfugié espagnol en France. Et tous les cadeaux que Eduardo Arias a reçus, comme d'ailleurs Sabarthes, je dois dire que les Espagnols ont quand même un autre comportement que les Français, pardon. Il y a une autre générosité. Eugenio Arias, avec l'accord de ses 2 fils, qui ont été formidables, parce qu'ils auraient pu dire aussi à leurs parents, mais attention, regardez les prix des tableaux, vendons. Pas du tout, ils ont fait un musée. Ils m'ont quand même dit, off the record, comme on dit, qu'ils doivent payer des droits de reproduction à la famille Picasso, sur les entrées et sur les œuvres de Picasso qui sont au musée, alors que ce sont des cadeaux que Pablo a fait à leur père. Donc voilà. Et Sabarthes aussi, j'adore Sabarthes parce que j'ai eu
presque aux 1000 lettres. Il y a plus de 1000 lettres au musée Picasso. Et j'adore parce que Sabartès raconte tout à Pablo. C'est une vraie commère. Et il lui fait des portraits tellement drôles. Vraiment, Picasso est toujours au courant de tout. Et quand il ne veut pas voir des gens, il ne veut pas les voir. Et c'est sa décision. Et Jacqueline, je me rappelle que Jacqueline, parfois on l'appelait, je me rappelle de cette femme, Ariana Stassinopoulos, qui la harcelait de coups de fil. Et Jacqueline disait réponds, et je disais écoutez, Madame Picasso n'est pas là, je sais pas, elle prend son bain, elle n'est pas là. Et un jour Jacqueline a attrapé le téléphone, a dit ma vie n'est pas à vendre, je ne veux pas vous voir, je ne veux pas vous parler, et elle a raccroché. Donc voilà, et Picasso l'a fait aussi ça, et parce qu'il était constamment sollicité et qu'il en avait marre, et aussi il ne faut pas oublier que Pablo vieillissait, qu'il avait eu quelques problèmes de santé et autrement, il aurait été envahi du matin au soir. On lui demandait tout le temps quelque chose. Et c'est peut-être cette espèce de légende. Alors ensuite, il y a eu bien sûr les problèmes avec les enfants. Picasso a été terriblement blessé parce qu'il adorait ses enfants. On voit des films, on voit des photos. Les enfants, il a envie de les dévorer tendrement. Il les adore. Et je dis bien dans mon livre, il a aimé toutes les femmes qui ont traversé sa vie. Et j'ai lu aussi les lettres de Fernand d'Olivier. Tu publies dans ton livre des poèmes de Dora Maar. Dora ne dit jamais quelque chose de mal sur Pablo. Elle a souffert parce qu'elle l'a énormément aimé. Ils sont restés amis. C'est elle qui prévient Pablo de la mort de Nouchelua. Bien sûr, elle a souffert de cet abandon, certainement, mais Picasso a aimé. Et quand on a vu les ventes de Dora Maar, il lui a laissé énormément de choses. Dora était très respectueuse. Quand elle avait besoin d'argent, elle demandait à Pablo si elle pouvait vendre un tableau. Et voilà, elle a toujours été très correcte. Et Fernand d'Olivier, il l'a aidé jusqu'à... Il trouvait très triste quand les femmes qu'il a aimées jeunes, belles, désirables, avec les années, évidemment, on change et la beauté ne suffit plus. Et si on n'a pas une profession, comme Fernand d'Olivier n'avait pas de profession, elle avait une profession assez légère quand Pablo l'a rencontrée. Et elle l'avait quitté pour un comédien. C'est pas Pablo qui quitte Fernand d'Olivier, c'est elle. Et j'ai lu toutes les lettres où, des années après, elle dit combien elle l'aime encore, combien elle pense à lui, que ça a été les années les plus heureuses. Alors, dans mon livre, j'essaie de m'appuyer pour qu'on ne me reproche pas, elle dit, Jacqueline m'a dit, d'aller chercher des documents. Donc j'ai passé 6 ans au musée Picasso, autorisation seulement le jeudi. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. Une fois le jeudi, pendant quelques heures, la difficulté pour consulter les archives. Heureusement, à l'époque, il y avait encore Jean Clair, qui m'a beaucoup soutenue. Et de temps en temps, j'avoue qu'on me glissait un dossier et que je pouvais voir des choses sans demander aux ayants droit, à la famille Picasso. Aujourd'hui, c'est terminé. Il faut l'autorisation de Claude Picasso pour lire toute la correspondance adressée à son père. Alors voilà, donc il faut présenter le projet de son livre, en donner le contenu, autrement on n'a pas accès aux archives. Et moi je trouve, quand même, Pablo est mort en 73, Jacqueline en 86, 28 ans plus tard, il faut encore se battre, se défendre. On m'a traînée en justice pendant 4 ans. J'ai eu des procès pour rien, pour finir à être condamnée à 800 € et 1 euro symbolique. C'est un peu ridicule, je trouve. Il y a des livres que je n'aime pas sur Picasso. Je n'aime pas le livre de Marina, je n'aime pas le livre mais je n'aurais jamais l'idée de les saboter, même s'ils étaient en vente à l'Institut. Ça m'est égal, je veux dire. Et là, l'autre jour, quand je suis allée au musée Picasso à Barcelone, j'adore l'accrochage, je trouve ça merveilleux. Et j'ai voulu faire cadeau de mon livre à la libraire. Elle était terrorisée. Elle m'a dit non, on m'a interdit de vendre ce livre. Il ne sera jamais au musée Picasso de Barcelone. Mais je trouve c'est ridicule parce que c'est pas parce que je veux vendre mon livre. Mon but n'a jamais un livre. Je voulais juste qu'il reste une trace. Et Jacqueline en serait très contente. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est moi qui ai écrit ce livre, parce que Jacqueline était toujours présente avec moi.
je n'ai jamais eu peur. Je pense que les gens on ne devrait pas avoir peur, on doit défendre ses amis. Et Jacqueline m'a beaucoup appris et j'ai voulu lui rendre tout ce qu'elle m'a donné, de confiance, de rire, d'humour. Et je voulais comprendre pourquoi Pablo était tombé amoureux d'elle. Et là, je crois que quand même j'ai compris. Parce que j'ai compris, parce que Jacqueline était à la fois multiple, toutes les femmes, insaisissables comme lui. Et je pense qu'en cela, ils se sont très bien rencontrés. Et maintenant, ils sont à Vauvenargues. Je crois que peu de gens réussissent comme ça. D'abord, elle a été formidable avec Pablo. Il est resté chez lui. Il n'a jamais connu un hôpital, sauf une fois où il a été opéré dans le plus grand secret. Il n'a jamais été seul. Elle a toujours été là. Les dernières années ont été très difficiles parce qu'elle ne dormait plus. Pablo disait, elle ne me voit pas vieillir. Elle respire quand je respire. Et il disait qu'il a eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai eu aussi comme témoin Nelly Kaplan, qui a tourné La fiancée du pirate, Claude Makowski. Pablo l'aimait beaucoup parce qu'il a eu son père qui était un grand résistant, le père de Claude, s'est jeté par la fenêtre à Nice quand il a été arrêté par la Gestapo pour ne pas parler. Et Claude Makowski et Nelly Kaplan ont fait souvent beaucoup de séjours chez Jacqueline et Pablo. Alors vous me direz pourquoi tous ces gens ne témoignent pas, ne parlent pas. Je me souviens même de René Char, que j'ai connu grâce à Jacqueline. Il me disait, Pépita, vous allez vous fatiguer. Nous connaissons Jacqueline. Moi, j'ai connu Pablo. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à avoir des procès On les aime et qu'importe. Mais moi, je suis pugnace. J'ai voulu, malgré tout, foncer. Je ne regrette absolument pas, parce que je trouve que c'est un devoir d'amitié, un devoir de mémoire, et je l'aurais fait pour une personne qui n'aurait pas été connue. J'ai défendu d'autres amis que j'ai accompagnés, que j'ai aidés. Et voilà, je trouve que la vie n'a pas de sens si on se comporte différemment. Et je pense que c'est pour ça que Jacqueline m'avait choisie. Elle m'avait dit un jour, c'est Pablo qui t'a envoyé à moi. Alors je ne suis pas mystique, comme Jean Lémarie qui m'a raconté un jour une scène étonnante. Il était avec Jacqueline, donc c'était après la mort de Picasso. Il y avait une exposition Poussin à la Villa Médicis, et Jacqueline, il préparait aussi une exposition Picasso. Ils sont dans les jardins de la Villa Médicis. Jacqueline est avec une amie, et Jean Lémarie regarde Jacqueline, et il m'a dit tout d'un coup, j'ai vu Pablo entre nous, mais comme une vision, comme s'il était vivant. Et Jean Lémarie m'a dit, j'ai regardé Jacqueline, et Jacqueline a dit, c'est normal, Pablo est toujours parmi nous. Alors, je n'ai pas été témoin de cette scène, moi c'est Jean Lémarie qui me l'a raconté, et beaucoup de gens que j'ai rencontrés, j'ai connu aussi Lionel Prégère, qui a été un grand marchand de tableaux, qui avait 50 Picasso dans son salon, certains qu'il avait eu, Pablo, c'était un homme qui était ferrailleur au départ, et Picasso... il a rencontré Picasso parce qu'il avait gardé sa petite chouette pendant qu'il faisait un séjour à Paris. Et ils sont devenus amis, et Picasso a commencé à faire des tôles découpées. Et donc, Lionel Prégère lui a vendu de la tôle et de la ferraille, et puis très vite, Lionel est devenu un grand marchand. Je voulais aussi rappeler dans ma quête de la vérité, j'ai attendu quand même avant d'écrire mon livre. C'est-à-dire que j'ai observé, je me suis dit, il va quand même se passer quelque chose. J'avais été voir immédiatement Jacques Attali, que je ne connaissais pas, mais qui m'a reçu quand même immédiatement. Je ne pense pas qu'il reçoit tout le monde, mais enfin, il savait que je connaissais Jacqueline. Beaucoup de gens se sont interrogés. Moi, le don à l'Espagne, Jacqueline avait le sens de la parole donnée, comme Pablo. Et moi, elle m'a dit, 24 heures avant sa mort, et déjà avant elle me l'avait dit, j'ai donné 61 tableaux à l'Espagne. Je l'ai félicitée, ça ne m'a pas paru extraordinaire, parce que chaque fois qu'elle donnait un tableau, elle me prévenait. Je ne comprenais pas très bien pourquoi d'ailleurs. Elle me prenait à témoin, comme devant Maragall, le tableau, je lui ai demandé, elle m'a dit, tu lui donnes le tableau, il est rentré à Barcelone avec ce tableau. Voilà, moi, ce n'était pas mon business, ce ne sont pas mes tableaux. Je te l'ai dit aussi, elle m'a proposé de me donner des toiles, j'en ai jamais voulu.
je ne comprenais pas pourquoi je m'embêterais avec une alarme, puisque je passais mon temps très souvent chez elle. Et je trouve que les tableaux, c'est vrai que même quand je les vois dans les musées, ils étaient quand même tellement mieux à Notre-Dame de Vie. Parce qu'ils étaient dans leur élément, et ils bougeaient tout le temps. Et quand j'ai revu aussi un tableau qui faisait partie de la donation à l'Espagne, aux 61 tableaux, La jeune fille aux pieds nus, et que je l'ai vu dans l'hôtel particulier de Bernard Arnault, parce qu'à l'époque j'étais à Match et je faisais une interview de sa femme, elle était très surprise, elle m'a dit, je lui ai dit, le tableau est restauré là, vous l'avez acheté chez Wildenstein, et je trouve que ce tableau aurait été aussi bien en Espagne. Et un seul tableau est revenu quand même aux Espagnols morts pour la France. Quand même, ils n'ont quand même pas osé, ils l'ont quand même donné. Et ça, c'était 4 ans après la mort de Jacqueline. Et ce qui est très amusant, c'est que Roland Dumas a participé à une émission avec moi, où il a dit, devant Jean-Pierre Elkabbach, bien sûr, Jacqueline a donné les tableaux à l'Espagne. Et alors, ça m'a beaucoup servi au tribunal, parce que quand j'ai demandé à Roland Dumas s'il voulait bien revenir le dire devant le tribunal, vous savez tous qu'il a eu énormément d'ennuis judiciaires. Donc, il a refusé. Et heureusement, j'avais la vidéo que tout le monde peut regarder sur Bibliothèque Médicis, la chaîne du Sénat. Et alors, après gros lapsus de Dumas, qui lui arrive de mentir, comme à beaucoup de gens d'ailleurs, mais toujours avec beaucoup d'aisance. Mais là, j'étais là. Alors, tout d'un coup, il a dit « Ah, attendez, on a quand même donné aux Espagnols morts pour la France, j'étais là, Felipe González, Mitterrand, il y avait Jörg Samprun, et là il dit, en me regardant, ah, et je crois bien que Jacqueline était là. Et là j'ai répondu sèchement, Roland, Jacqueline était morte. Donc évidemment, je suis témoin, ça peut gêner, mais il y a évidemment qui, 28 ans après la mort de quelqu'un, continuera à le défendre. Je pense, enfin j'espère qu'il y a des gens qui... J'ai une amie par exemple qui s'occupe de spoliation. Il y a des gens quand même qui ont un sens, pas de la justice, mais un sens, oui, c'est un honneur de défendre ses amis. Et moi, j'ai toujours considéré un honneur de défendre Jacqueline. Et si c'était à recommencer, je recommencerais. Et je suis heureuse que Clara ait osé mettre des photos. Alors vous voyez cette photo, Jacqueline, elle était passée dans Match, cette photo. C'est à la gare de Cannes. Et Jacqueline a un petit foulard acheté au marché. Et puis elle a quand même une pochette Hermès. Parce que l'autre jour, j'ai dit que Pablo adorait Hermès. Alors on m'a dit, c'est pas possible, un communiste n'aime pas Hermès, il a jamais mis les pieds chez... Mais non, il aimait le travail bien fait. On sait que, d'ailleurs, c'est une entreprise qui continue à bien marcher. Donc il aime ce qui est beau. Et cette photo, si vous voulez, je suis contente que Clara ait mis des photos, parce que dans l'édition française, on n'a pas eu le droit de mettre des photos. Donc cette photo, si on me demande qui l'a faite, même Jacqueline ne le savait pas. Alors voilà, et à Pablo, je ne pouvais pas demander puisqu'il était déjà plus là. Et je trouve que ce qui est terrible, c'est tous ces droits. Je me rappelle aussi que Jacqueline a beaucoup souffert de cette... par exemple, elle avait confié des photos à Match, et tous les droits de Jacqueline, elle voulait d'ailleurs que je les garde pour moi, j'ai refusé, j'ai les documents qui attestent que tous les droits allaient pour les enfants qui ont le cancer à Villejuif, au professeur Maté. Et je me rappelle qu'on avait reçu à Match immédiatement l'aide d'avocat de la famille Picasso. Une œuvre de notre père est représentée sur les photos prises par Jacqueline. Alors Jacqueline me disait, j'ai fait des photos de mon mari. Bon, hélas, c'est difficile de faire Picasso chez lui sans qu'on ait un morceau de tableau à quelque part. Eh bien, il demandait des droits de reproduction. Et ça, Jacqueline, c'était trop. Et vraiment, ça a été les banderies en permanence, en permanence. Et je me rappelle d'une dernière carte postale, elle m'a dit « le héros fatigué ». Et un jour, elle m'a dit une phrase terrible, elle m'a dit « je préfère me tuer qu'on me tue ». Et plus tard, c'est-à-dire qu'en vieillissant, on comprend mieux les choses. Victoria a raison, j'étais très naïve. Je ne me rendais même pas compte de la valeur des choses. Enfin, des tableaux... je les aimais beaucoup, les tableaux, mais je ne me rendais pas compte des enjeux financiers. Et j'ai mieux compris, et je pense que comme Daniel Wildenstein, qui avait promis de m'aider, qui savait très bien que le testament de Jacqueline existait,
Il me l'a écrit d'ailleurs noir sur blanc, j'ai tous les documents. Et voilà, et quelques temps plus tard, j'ai vu qu'il avait acheté énormément de tableaux à la personne qui en a hérité. Voilà. Et ça se retrouve dans des collections. Et ça n'a pas de sens. Je trouve que le don de Jacqueline avait un sens. C'était une continuation par rapport à son mari. Et Jacqueline était désagréable parce qu'elle ne vendait rien. Elle rachetait même des tableaux de son mari. C'est amusant, il y a un tableau au musée Picasso de Barcelone, j'ai vu qu'il est signé par Pablo avec son vernis à ongles. Parce que Picasso utilisait souvent le vernis à ongles de Dior de Jacqueline, qui était un peu cette couleur pour signer les toiles et qui est très résistant. Voilà. Et oui, pardon, je ne veux pas... Il faut quand même finir. Oui, alors, bien sûr. Ça serait bien que les gens te demandent. Oui, si quelqu'un... Qui est le premier qui va oser? Ou est-ce que vous en avez peut-être pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Je suis ravie de te revoir, Pilar. Parce que toi, tu connais par cœur l'histoire de Jacqueline. Puisque ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et il n'y en a peut-être pas. Peut-être que tout le monde est fatigué. Non, moi, je te demanderais... Oui. Dans ton livre, en tu libro, te quedas con las ganas de saber más cosas de Jacqueline. Por ejemplo, era culta, leía... Mais Jacqueline était très cultivée. Je ne compare pas du tout Jacqueline à Grâce de Monaco, que j'ai connue aussi, mais Grâce de Monaco était aussi une personne... Mais on ne parle que de toujours les mêmes choses. Voilà, Grâce lisait Joyce dans le texte, elle était très cultivée, etc. Bon, Jacqueline n'est pas du tout une idiote. Moi, j'ai appris énormément avec elle. Dès que elle lisait énormément, elle n'était pas du tout... je ne sais pas pourquoi, parce que quelqu'un est silencieuse ou est respectueuse de l'homme avec qui elle vit, Jacqueline ne la ramenait pas en peinture. Enfin, je veux dire, quelqu'un d'intelligent, on est face à Pablo Picasso, ou je serais face à un grand professeur de médecine. Je ne vais pas commencer à faire la maline. Je ne sais pas. Être discret et humble, être modeste, c'est pas être imbécile. Au contraire, moi, j'ai tous les gens que j'ai rencontrés à travers mon métier, quelqu'un comme Henri Cartier-Bresson la ramenait pas du tout. C'était un homme formidable, très cultivé, très intelligent, qui a aussi très bien connu Picasso. Et voilà, on n'est pas forcé de... Je ne sais pas, cette image négative a été aussi véhiculée par de la jalousie. C'est la femme qui reste auprès de lui. On n'aime pas, je disais à Clara, on n'aime pas les gens qui s'aiment. C'est difficile, le bonheur des autres qui vous saute à la figure. Ça rend mal à l'aise. Les gens préfèrent les gens qui souffrent, le drame. Ben non, je veux dire, moi je préfère que mes amis soient heureux, je n'aime pas, enfin c'est ma manière d'être. Et je pense que aussi Picasso, ce qui dérange chez Pablo, c'est qu'il n'a besoin de personne. Il a cette fortune hallucinante, qu'il n'a exploité personne, il devient riche grâce à ses mains. Jacqueline me disait, méfie-toi toujours des gens qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont toujours fait du mal, ou c'est très rare que quelqu'un devienne riche sans écraser les autres. Et Picasso, il écrase personne. On veut acheter ses tableaux, tant mieux. Canneveller le découvre, il y a des marchands autour de lui, on fait monter tout un business. Même Jacqueline était scandalisée par les ventes aux enchères. C'est pas le but. Même au départ, quand Picasso fait des céramiques, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Après, il y a eu les gravures. C'est la bourse aux couleurs. Maintenant, les gens qui achètent des tableaux de Picasso, on ne sait pas si c'est du blanchiment. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec l'art. On est passé dans une autre dimension. Et Picasso, c'est vrai, il est libre. C'est vrai que l'argent, à ce niveau-là, le rend libre. Il a ses maisons. Et ça, les gens n'aiment pas quand on n'a pas besoin d'eux. Quand on a cette force. Et par exemple, s'il n'a pas envie de voir quelqu'un, il n'ouvre pas sa porte, il est chez lui, il ne veut pas. Jamais il est obligé de faire quoi que ce soit. Et ça c'est très désagréable pour les autres. On aime mieux quand les gens sont obligés de demander, de s'incliner. Et Picasso a cette force, voilà, j'ai bien dit, c'est un génie, c'est quelqu'un d'insaisissable, mais c'est quelqu'un de tendre, de profondément humain, et qui continue à enrichir et aussi à aider énormément de gens, et aussi
a suscité des vocations. J'ai parlé de Tapies, de Saura, de Gaston Orellana. Il a aidé des jeunes peintres. Il a acheté les croûtes de jeunes peintres espagnols. Il ne savait même pas que c'était lui qui achetait les tableaux. Il a fait son maximum pour aider. Et parce qu'il est dupe de rien, il sait que la vie passe à une vitesse folle, même s'il en a eu plusieurs. Ça, c'est sa grande force. Toujours renaître, ne jamais s'arrêter. Avoir peur de rien. Il avait peur d'une chose, c'est des serpents. Et Jacqueline des souris. Et Jacqueline n'avait peur de rien non plus. La preuve, la manière de mettre fin à ses jours, elle a un grand courage. Et comme Pablo, elle regarde la mort en face. Et lui, on le voit, ses dernières toiles, il n'a peur de rien. Quand on disait qu'il ne parlait jamais de la mort, c'est-à-dire que quand on a plus de 90 ans, évidemment, on perd ses amis. On n'arrête pas d'apprendre des nouvelles tristes. Et c'est vrai que ça devient un peu anxiogène. Mais Picasso disait bien que le matin, quand il se lève, il pensait à la mort. Et ça a toujours été comme ça, déjà dans son enfance, quand il y a les tremblements de terre de Malaga, quand il est enfant. Et quand on voit, et je conclurai par ça, et je trouve ce tableau absolument bouleversant, Science et charité, cet homme qui peint, il a 16 ans quand il fait ce tableau. Il a déjà tout compris. Et on voit cette femme qui va mourir, il y a le portrait de son père, et dans cette scène terrible, il y a toujours un espoir chez Pablo. Et l'espoir, c'est la lumière, comme dans Guernica, on ne sait pas d'où elle vient. Et on voit par cette porte sur la gauche, qui est à peine entrouverte, on voit juste un ray de lumière. Et Pablo nous apprend, il y a toujours un espoir, il faut garder l'optimisme, il faut garder... Et il disait une chose très jolie, il disait les savants et les artistes s'efforcent de chercher la cachette de Dieu. Et je trouve que c'est une très jolie phrase, parce qu'il avait vraiment le sens de la vie. Et puis il aimait les gens, et c'était un être profondément humain, comme l'était Jacqueline. Et ils ont été très heureux. Et je pense qu'ils, depuis leur... je ne sais pas où ils sont, ils sont à Vauvenargues, et ils doivent avoir beaucoup de choses encore à se raconter. Et merci d'être venus pour eux.